Alors, salut David. Nous sommes avec David, qui est un archiviste de la contre-culture. On peut dire ça? Tout ce qui est musical surtout, principalement, tout ce qui est punk, tout ce que j'ai écouté pour, moi personnellement, et qui est dans la scène pour un petit peu tout le monde. Sauf que des fois je tape un petit peu plus large, je suis pas juste dans le punk et le oi, des fois j'aime aussi tout ce qui est rockabilly et puis d'autres trucs. Donc dès que j'aime bien un groupe ou un style, je peux récupérer des choses sans chercher à collectionner, mais voilà. Ça fait longtemps que tu as la passion des archives comme ça? En fait, j'ai toujours aimé l'histoire au sens large. Et en fait, moi j'ai découvert tout ce qui est punk, rockab et tout ça tout début des années 80. Et en même temps que j'achetais des disques dans les magazines, en fait, dès qu'il y avait un article ou des photos sur des rockab, des punks, des skins ou autres, en fait, j'étais un petit peu fasciné, donc je récupérais les articles, comme tous les gamins, tu le colles au mur et tout ça. Et dans les années 80, c'était surtout ça, mais c'est vrai que j'avais c'est un petit peu ce truc de regarder dans les journaux, et puis dès qu'il y avait un article, je le découpais, je le récupérais. Et voilà, et les années 80, en fait, j'ai tout perdu. Parce que quand t'es gamin, t'es chez toi, genre tu pars chez tes parents, c'était pas fait dans une idée de collection, de collectionneur aigu, donc j'ai perdu une partie. Après, ce que j'avais à gauche à droite, comme t'es en squat ou t'es à gauche à droite, t'as pas vraiment d'appart à toi, c'est pareil, ça fait partie des choses que tu perds en fait, comme beaucoup de gens. Et tout début 90, quand je me suis vraiment posé, que j'ai eu un boulot, un appart et tout, j'ai commencé à garder les choses. Du coup, toujours pareil, c'était pas qu'il y a une idée de collection pour collectionner, c'est que j'ai gardé les choses comme on garde ses disques en fait. Et puis j'ai surtout commencé à correspondre avec des gens dans le monde entier, avec des groupes dans le monde entier, que je trouvais les adresses sur les fanzines et tout ça. Et de là, en fait, je leur demandais toujours de me filer des photos, ou me filer des trucs, ou ils me demandaient des trucs sur les groupes français. Alors je leur filais des trucs français, ils me filaient des trucs de leur pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des trucs du monde entier, en fait. Du coup, j'ai accumulé. Et puis il y a eu un moment où, en fait, toujours pareil, parce que moi j'aime pas trop ce truc collectionneur et tout, et sans chercher à vouloir accumuler, je me suis retrouvé avec une masse de choses et qui ont commencé à servir pour d'autres gens, pour des fanzines, pour des labels, pour des rééditions en fait. Et puis de là, tu échanges avec des gens qui ont un peu la même passion, de récupérer des articles, des photos, et puis ça fait un effet boule de neige en fait. C'est un peu un collectionneur quoi. Mais après oui, voilà, on peut dire, mais je suis pas collectionneur comme certains qui disent tout. Moi je partage en fait. Je partage, je peux même donner facilement, tous les gens qui me connaissent, ils savent que je peux donner facilement des choses pour que ce soit pour eux perso, en cadeau, comme pour aider pour un fanzine ou pour un label, comme je le disais. Je suis pas, moi je suis collectionneur, mais c'est le bordel dans mes affaires. Je peux mettre 3 jours à retrouver un truc que j'ai mis 3 jours à ranger parce que c'est un peu le bordel. Voilà, je suis pas. Voilà. Et je suis pareil un petit peu avec les disques et avec les cassettes en fait. Parce que j'archive, du coup avec le temps j'ai fini du coup avoir vraiment cette passion de récupérer pour les archives, mais j'ai fait pareil aussi pour les cassettes, pour les enregistrements, tout ce qui est démo, live et tout ça. Donc en fait j'ai vraiment aussi un gros stock, qui, comme les archives, ont servi pour des rééditions et qui serviront plus tard encore pour des rééditions. Ouais, je vois que tu as un beau t-shirt à BSC. Alors, c'est quoi BSC? BSC, c'est Bastille Skinhead Crew. C'est venu de toute la team de Wati et des autres que je connais depuis le début. Et puis, en fait, ils ont monté cette assoce qui était tout de suite une assoce de concert. Et puis ça a pris aussi de l'ampleur, comme tout le monde sait, le Dévorien et tout ça. Voilà. Après, ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, Los Locos. Et des associations plus petites qui font des concerts vraiment régulièrement, comme Thomas et Caro. Mais voilà. Mais du coup, je suis un petit peu. C'est vrai que je passe beaucoup de temps avec eux, donc je suis un peu intégré à leur team depuis toujours, on va dire.
Ça fait longtemps que tu en penses pour les swingos. Bah, les swingos, j'ai toujours aimé comme beaucoup de Parisiens. Hein. Après, ça a toujours été un Premier groupe de Heuil. Hein. Comment Premier groupe de Heuil parisien. Ouais, on peut dire ça, ouais. Le premier groupe skin Heuil parisien. Et j'ai toujours aimé, sauf que bon, ça a toujours été un groupe un petit peu obscur. Après, ce qui s'est passé avec les swingos, qui a été quand même une belle aventure, qui reste une belle aventure, c'est que c'était la génération avant moi, donc comme beaucoup, j'ai connu sur disque sans connaître les gens, même si Marco qui travaillait à l'Élysée Montmartre, voilà, je savais qu'il était des swingos tout, mais c'était pas quelqu'un que je côtoyais personnellement. Et quand on a eu le fanzine Une vie pour rien, on a fait le fanzine Une vie pour rien avec mon pote Benji. En fait, Taïluc nous a mis en contact avec Denis, membre des Swingos, pour qu'on fasse une interview. Et du coup, on a fait une interview des Swingos. Et le jour de l'interview, Denis nous a proposé de nous filer 2 titres inédits, qui n'étaient jamais sortis nulle part. En plus, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc ça ne pouvait même pas circuler comme ça. Et nous ont demandé si ça nous intéressait. Donc autant dire qu'avec Benji, on s'est regardé avec un petit regard. On était un peu surpris, heureux. Et alors on lui a dit que oui, ça nous intéressait. Et de là, en fait, on a sorti ces 2 titres sur ce 45 tours qu'on a sorti en picture disc. Qu'on a sorti en picture disc. C'était en 2004. En 2004, et ça a été pour nous, surtout pour Benji, qui le membre fondateur quand même d'Une vie pour rien, même si j'y suis depuis le début, ça a été le début du label Une vie pour rien. C'était la première prod du label Une vie pour rien. Et après, avec les Swingos, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, au moment du concert de La Souris à l'Olympia, en fait, avec Benji, on a décidé de, comme les Swingos rejouaient pour cet anniversaire-là de La Souris, avec Benji, on s'est dit qu'on allait ressortir ce 45 tours qui était déjà épuisé, plus les morceaux de Paris Mix. En fait, le groupe était OK, donc on a fait ça. Ils ont fait un EP, là, les Swingos, non ? C'était un 5 titres que nous on a sorti. Mais avant, ils avaient les 3 titres sur Paris Mix, sur la compilation Paris Mix. Et entre-temps, ça avait été piraté, plus ou moins. Il y avait les 3 morceaux de Paris Mix qui étaient ressortis 1 ou 2 fois sur des pirates, sur des 45 tours pirates, mais bon, non officiels, et voilà. Et après, pour les Swingos, du coup, on a sorti ce 5 titres. Et à ce moment-là, j'en avais parlé à Taïluc, et Taïluc m'avait dit que lui, il avait enregistré une cassette à l'époque en répète, et que ça serait bien d'intégrer 1 ou 2 titres sur la réédition qu'on voulait faire. Sauf que lui, il n'a pas retrouvé les morceaux, et tous les gens qui étaient susceptibles d'avoir cette cassette, c'était un peu comme je te disais pour moi les archives quand j'étais gamin, eux ils avaient perdu plein de matos dans des déménagements et tout ça. Donc voilà, donc du coup l'aventure, on a sorti ça, et Taïluc m'a recontacté il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, pour me dire qu'il avait retrouvé cette fameuse cassette, qu'il n'a pas, du coup nous on avait sorti les 5 titres, sans la cassette, parce que bon voilà, on pouvait pas rester bloqué, et il les a proposés, donc j'ai ressorti ça à la rentrée là, donc avec un autre label, avec Bertel, et puis avec Tom Rix et avec Lug. On a ressorti ces titres là qui sont du coup sur un 45 tours séparés. Et voilà, mais après tu vois, c'est toujours pareil, c'est quand tu es dans une passion depuis longtemps, tu rencontres plein de gens, ça te permet de plein de choses qui se croisent en fait, tu vois, des opportunités qui se créent, mettons dans les swingos. Ouais, parce que La Souris ça n'a jamais été de la rue. Non mais bon, La Souris ils ont toujours joué devant un public punk. Et pourtant les skins ils adorent. Voilà, mais bon, les swingos, La Souris, c'était la même génération, le même public, et voilà, donc Taïluc était super pote avec les gens de La Souris, et les gens de La Souris étaient super fans les gens des swingos, pardon, étaient super fans de La Souris, donc ça reste le même truc. Après le style musical même, c'est pas très important, hein. Tu peux faire du rockabilly, avoir des punks à ton concert, et vice versa, tu vois. Maintenant ça se fait moins, mais il y a une génération où ça c'est, voilà, les styles se mélangeaient. Donc, à quel moment
Font-ils parler d'eux, les Swingos? Bon, les Swingos... Parce que c'est devenu un groupe culte, hein, un peu. Oui. Bah, en fait, ils font partie de ces groupes cultes parce que dès que tu es à la base d'un truc et que tu es un petit peu en plus, les Swingos, ils avaient une bande qui était avec le groupe, les gens de Bon Sergent, donc ils étaient connus pour être autant les mecs de Bon Sergent que les Swingos. C'était un groupe de gens. Il n'y avait pas juste les membres du groupe, tu vois. Donc ils sont fait parler d'eux déjà à Paris par rapport, je pense, au Bon Sergent plus que les Swingos, presque, je te dirais. Mais après, les Swingos, ils étaient sur Paris Mix, qui était une compile quand même mythique avec le temps. Donc vu que c'était le seul groupe skin du tout début, voilà, c'est par rapport à ça. Je pense que c'est plus par rapport à ça que le fait que leurs morceaux musicalement c'était complètement ouf parce que ils ont pas pu enregistrer comme ils auraient voulu à l'époque en fait, tu vois. Donc en fait c'est sorti un peu avec le son qu'il y avait et qui leur rendait, je te dirais, pas justice par rapport à ce qu'ils auraient pu sortir. Ouais, dans les années 80, il y avait deux bandes de skin, hein, les Halles et puis Bon Sergent, paraît-il. Oui, alors ça c'est à Paris. Après, je te dirais qu'il y avait d'autres bandes, mais par rapport à ce que tout le monde parle dans la scène parisienne, c'était eux. Mais en fait, il y avait encore d'autres bandes. Et puis, il y avait plein de bandes de rock'n'roll, il y avait d'autres bandes de punk. Mais oui, c'est les bandes mythiques, on va dire, celles qui ont toujours fait parler. Mais après, c'est comme tout, en fait. En fait, quand on parle de bande, des fois, t'as l'impression que les gens, ils s'imaginent qu'il y avait 200 personnes, alors que les gens, ils étaient 8 dans une bande ou 10, tu vois. Ouais. Mais qu'on en parle, t'as l'impression qu'il y avait 50 ou 100 personnes qui appartenaient à ce groupe-là, ce qui est complètement fou. Les mecs écoutaient plutôt du ska à l'époque. Bon, à quelle époque? Les années 80. Les groupes, non, ils écoutaient pas. Non, le ska, ça a été intégré comme le. Toi, t'as participé à des vinyles, à des... Non, à cette époque-là, non, moi j'étais trop jeune. Non, moi j'ai participé à des disques pour des trucs à partir des années 90, mais je veux dire dans les années 80. Non, le ska, c'était, il y a eu ce revival avec le Two-Tone qui je veux dire, le Two-Tone c'est arrivé comme le punk et tout ça. Enfin, je parle pour la France, hein, du coup. C'était les gens ils écoutaient comme je te disais tout à l'heure, hein, ils écoutaient du Two-Tone comme ils écoutaient du punk et tout ça. Après chacun avait un peu plus son créneau, mais plein de trucs étaient mélangés. Hein. Quand tu lis des interviews de groupes de rockabilly anglais, même des trucs assez puristes, puristes. Les puristes n'aiment pas que je dise ça, mais mettons sur le revival anglais de British Rockabilly, il y a un guitariste du groupe Macho Box qui te parle du Two-Tone et qui compare le Two-Tone au revival rockabilly parce qu'il dit que ça a des sons qui sont retravaillés pour les nouvelles générations. Ouais. Les nouvelles générations, ils ont envie des fois de vieux sons qui soient un petit peu nettoyés. Donc voilà, mais le ska, les gens écoutaient du ska, et le ska s'est mélangé au punk avec les Clash, avec les Stiff, tu vois, ou le reggae, ou tu vois, des choses comme ça. Même Bob Marley, plein de punk écoutaient Bob Marley, enfin tu vois, ça faisait partie des trucs, pourtant c'était du reggae et tout ça. Maintenant tout ça c'est assez séparé, les scènes sont séparées, mais c'est voilà, le rockabilly s'est mis avec le punk, ça fait du psychobilly en gros, tu vois, voilà. Ouais, mais t'avais plutôt des tribus à l'époque, hein, c'était... Ouais, mais dans les tribus, je dis, les gens pouvaient écouter 2-3 styles différents, enfin tu vois, ça passait, c'était pas le problème. Et tu as participé à Paris en Noy. Tu peux nous en parler un petit peu là? Comment? C'est Paris en Noy. Alors Paris en Noy, ça c'est avec Une vie pour rien. Et le projet, c'est Wati qui a lancé l'idée. C'est qu'en fait, juste avant le Covid, il y avait toute une nouvelle génération de jeunes qui font maintenant grand, tout ça, tout. Voilà, grand, la résilience, et qui en fait ont commencé, ça faisait quelques mois pour certains qu'ils avaient commencé, et puis en fait ils ont été coupés dans leur élan par le Covid en fait, plus de concerts, plus rien. Du coup, Wati a lancé l'idée qu'on fasse une compile avec ces groupes-là. Du coup, ça a permis qu'ils puissent répéter pendant le Covid parce qu'on a fait un papier comme quoi il fallait qu'ils répètent pour enregistrer, donc ça leur a donné des autorisations pour aller faire des répétitions et tout ça.
Et en fait, c'était pour donner une période. En fait, ça c'est comment dire. En fait, l'idée du départ, c'était d'avoir tous ces groupes-là, mais en fait, il s'est trouvé que ça s'est encore plus concentré que ce qu'on pensait, parce qu'en fait, certains groupes ont été encore plus éphémères, ils ont pas survécu au Covid, on va dire. Donc, ils se sont retrouvés sur cette compilation Paris en Oeil, et qui a été enregistrée dans 2 studios. Donc, en fait, ça a donné le même son, enfin pas le même son, mais quand même un son uniforme à tous ces groupes-là, que tu retrouves pas dans les autres compiles. Parce que les autres compiles, des fois, c'est un peu décousu le son. Et là, tu avais quand même un son de fond qui correspondait à que des groupes parisiens qui s'étaient formés sur les 2 mêmes années, tu vois. Donc, en fait, et cette compile, elle a super bien marché. On a vendu 1000 copies en genre 2 mois. En fait, quand on a fait la promotion de la compilation, elle était déjà épuisée. D'accord. Au bout de, je crois qu'en 1 mois, on avait vendu quasiment 1000 copies, en fait. Donc ça s'est super bien vendu, on l'a ressorti après, et puis bon, voilà, presque un coup. T'as eu des petits problèmes avec Capitaine Hoy. Alors, pas Capitaine Hoy spécialement, non, mais alors, ça c'est quand tu participes avec des gens pour faire, je dirais pas des projets, mais mettons, comme je disais, moi je suis participatif, donc si je peux aider un fanzine, un label ou des gens pour différents projets, voilà. Après, tu as des gens avec qui tu as des retours, c'est-à-dire que tu vas aider pour ressortir un disque, le minimum c'est que tu aies un disque. Ouais. Mais ça m'est arrivé 2 fois que effectivement tu aides d'une manière ou d'une autre, hein, tu files les contacts pour une réédition, tu files des archives pour faire les pochettes, machin bidule. Et puis le label te file rien, donc tu es obligé de taper à la porte pour dire j'aimerais bien avoir juste au moins une copie pour voir à quoi ça ressemble. Bon, Capitaine Hoy, c'est vrai c'était pour Crooks à l'époque. Crooks qui va passer d'ailleurs au mois de mai à Paris. Et pour Crooks, en fait, justement toujours pareil, hein, avec les archives, un soir j'étais avec le chanteur de Oxblood, qui est, donc pour ceux qui ne savent pas, qui est new-yorkais, et c'était un très bon ami à moi qui était à la maison. Et en fait, avec les vieux fanzines, en fait, avec les adresses des vieux fanzines, on s'est dit tiens, on va appeler en Angleterre. Donc à l'époque ça coûtait cher, hein, c'était dans le milieu des années 90, on va appeler pour savoir si on peut retomber sur les mecs de Crooks, de Criminal Class, des trucs comme ça. Et du coup on est tombé surtout sur les parents, les adresses correspondaient aux parents des musiciens. Alors il y en a qui nous ont jetés en l'air parce que ça les intéressait pas de parler, que leurs enfants parlent de ça, ou enfin ils voulaient pas nous mettre en connexion. Et pour Crooks, en fait, les parents nous ont dit nos enfants ils font toujours de la musique, voilà. Donc on savait que le contact était bon et que les mecs de Crooks ils jouaient plus sous le nom de Crooks, mais ils étaient toujours dans le truc de la musique. Et du coup, moi Crooks, je l'avais mis en première page d'un de mes fanzines. Donc voilà. Et j'avais envoyé ce fanzine à Capitaine Hoy pour qu'il m'envoie des trucs promo. Et je lui avais filé le numéro de téléphone du coup de Crooks en lui disant le numéro il est bon, si tu veux reprendre contact avec eux. Et du coup je vois que genre quelques mois après il sort une réédition de Crooks en CD avec justement cette photo en plus que j'avais et que j'avais mis dans mon fanzine. Et du coup je vois qu'il sort ça, mais même pas il m'avait envoyé un truc, donc voilà, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit s'il te plaît, au moins des choses c'est quand même voilà, après le mec il était réglo, il m'a renvoyé plein de trucs et tout ça, mais une fois avec un espagnol pour Criminal Class, j'ai rien eu, j'ai dû acheter le disque quasiment. Bon, la fois d'après quand il m'a contacté, je l'ai envoyé chier. Donc voilà, ça c'est les aventures de ça passe pas des petits détails, hein. Après la plupart des gens sont hyper réglo, te filent des trucs sans que tu aies à réclamer quoi que ce soit à partir du moment où tu les aides pour des trucs. On est déjà pratiquement à la fin. Tu m'as tout. Je t'ai tout dit. Ah oui, tu m'as pratiquement tout dit. C'est quoi tes futurs projets, tes futurs projets quoi. Alors, les futurs projets. J'ai une BD qui devrait sortir, qui a pris beaucoup de retard, mais j'espère qu'elle va sortir dans la première moitié de 2025. Une BD musicale, alors je n'en dis pas trop, hein, mais c'est une BD musicale. Voilà, le projet ça fait 2 ans que je l'ai lancé en fait. Et c'est pareil en fait, quand je faisais Droguise Radio, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui étaient plein de potes,
qui était en rapport musique, dessin, tout ça. Moi la BD c'est pas trop mon truc. Et je me suis dit, ce serait bien peut-être de faire un truc avec les bandes dessinées. Donc j'avais préparé une émission de radio avec un pote du boulot sur tout ce qui est le mélange musique BD. Finalement elle s'est pas fait un petit peu à cause de moi, un petit peu de ma faute, côté bordélique. Excuse-moi Gabi. Et puis après, du coup, un jour, en faisant une interview de Alvida, ma femme, elle m'a dit ouais, ça serait bien de faire une BD, parce qu'elle avait discuté avec une des filles du groupe. Et je sais pas, elles avaient discuté dessin. Je pense que c'est avec Mélanie. Et puis, en fait, de là, je me suis dit tiens, ça serait bien de lancer ce projet-là. Et du coup, j'ai lancé le projet qui a pris du retard, mais qui va sortir. On a 99% du projet, donc je suis pas. Voilà. Mais voilà, en fait, ça, c'est des opportunités qui t'amènent des opportunités. C'est comme, tu vois, les archives. Comme je te disais, moi, je cherche pas forcément des fois à collectionner. J'achète, c'est ultra rare que j'achète des trucs. J'achète si c'est pas cher. Je mets pas d'argent dans des trucs. Mais en fait, tu vois, en correspondant avec des gens du monde entier, des Anglais m'ont filé des trucs. Pour eux, ça valait rien. Ils m'ont filé des cartons entiers de photos, de machin. Qui maintenant, ça vaut. C'est pas une question d'argent, mais ça vaut la valeur parce que même eux l'ont pas. Le mec du groupe, des fois. J'ai récupéré auprès d'un mec qui faisait un fanzine et j'ai refilé auprès d'un mec qui avait le groupe à l'époque, qui n'avait pas les photos. Pareil pour des groupes français. Et puis, en fait, de là, tout se construit, tu rencontres des gens te disent, moi, j'ai tel truc chez moi, ça ne me servira pas, je peux te le filer et tout ça. Et en fait, voilà, et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai accumulé beaucoup de choses, donc chez moi, j'ai beaucoup de, je les place dans des trucs comme ça, puis voilà, je cherche pas non plus à... Je vois que tu as d'autres archives là. Ouais, là c'est les fanzines que. Alors ça c'était le premier fanzine où j'ai participé. C'était Big Five, qui était un fanzine Scarreggae. Et en fait Laurent à l'époque m'a contacté. Pour. Un petit peu plus haut. Plus haut, pardon. M'a contacté pour savoir si je voulais faire des trucs punkoid. Donc du coup j'ai fait la partie punkoid dans le fanzine. Après, il est parti habiter à Marseille et moi j'ai fait mon propre fanzine. J'ai fait 2 numéros avec celui-là. Et après, j'ai rencontré Benji d'une vie pour rien. C'était essentiellement musique, c'était. Ah ouais. Alors dans Big Five, j'avais mis, il y en a un où j'avais mis sur la boxe. Ouais. J'avais fait un article sur la boxe et parce que j'adore les sports de combat. Et lui, je crois qu'il avait mis des trucs de foot. Moi, je suis pas du tout foot. Donc, voilà. Plutôt sport de combat. Voilà. Et du coup, quand on avait fait Une vie pour rien, au début, il y avait du foot parce qu'il y avait, on était 3 et une des 3 personnes, s'occupait du foot. Benji aimait bien le foot. Donc voilà. Et ça, c'était en 97 qu'on a commencé avec Benji, donc ça commence à dater. Et ça faisait un an que je le connaissais à peu près. Et lui, il a voulu monter ce fanzine. Du coup, je l'ai aidé et je suis resté dans l'aventure jusqu'à maintenant. Mais bon, ça reste son bébé. Ouais. Donc voilà, moi je suis participatif, mais bon voilà, je suis dans le fanzine depuis maintenant le début et je fais une partie des choses, mais c'est lui qui gère le gros contenu et tout ça. Le fanzine n'existe plus, et maintenant c'est le label depuis maintenant pas mal de temps. Et c'est devenu un gros label français quand même, parce que on a 8-6, on a Yanslo, on a beaucoup de bons groupes comme ça, de gros groupes du moins, et puis tous les nouveaux groupes aussi qui sont, à l'époque il y avait Johnny Corse, maintenant je sais pas, il y a Cran, il y a Clan Choice, on a eu Fracture, tous les gens connaissent. Sinon allez sur la page de Une vie pour rien, vous saurez ce qu'il y a. Et une nouvelle prod. Et la BD, là, tu peux nous en dire un petit peu plus ou non? Je peux pas tout dévoiler parce que justement ça sortira chez Une vie pour rien et Benji il aime pas qu'on dévoile tout avant. D'accord. Donc les dessinateurs, c'est un peu qui? Les dessinateurs, en fait il y a 11 ou 12 dessinateurs. Donc pour la BD, ça peut être que bien. Et c'est une BD qui traite de tout ce qui est la scène musicale en fait.
Donc après, bon, les gens découvriront, mais voilà, c'est en rapport, ça pourrait être pas comme un photobook, mais voilà, au lieu de faire un bouquin avec des photos ou des choses comme ça, là c'est avec des groupes, c'est des bandes dessinées, voilà. D'accord. Mais dans le détail, je ne dis pas tout. D'accord. Bon voilà, on est à la fin. De toute façon, on s'en fera d'autres. Je vais dire un truc. Ouais, vas-y. C'est que, alors moi, dans mon côté justement archive, comme je ne suis pas collectionneur, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je vois qui collectionnent les archives ou qui collectionnent les disques, mais qui sont toujours un peu dans le passé. Moi j'ai toujours, comme j'ai jamais lâché la scène, j'ai toujours, depuis que je suis gamin, j'ai toujours évolué avec la scène, j'ai toujours été content des nouveaux groupes, je suis jamais resté bloqué dans le passé. J'aime bien les anciens groupes, j'ai toujours aimé les groupes qui venaient et j'aimerais, je pense, les groupes qui viennent. Du coup, je continue à faire ça, c'est-à-dire que je l'ai fait pour les années 80, 90, 2000, je continue à le faire, c'est-à-dire que, mettons, au jour d'aujourd'hui, pour tout ce qui est la scène actuelle, tu vois, pour pas perdre des photos, quand je prends des photos ou des photos que je récupère, tu vois, je les mets sur papier pour pas que ce soit perdu. Et pour moi, ça c'est qui? Ça c'est Résilience, pas Résilience, c'est Synthétique. Résilience, ils sont là. C'est, tu vois, des groupes qui sont actuels, qui ont arrêté, donc du coup, tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris des photos d'eux en concert ou en répète, mais voilà, j'aurais des photos, on aurait des souvenirs, parce que je pense que même le groupe n'a pas pris soin, et puis maintenant, en fait, c'est encore pire qu'avant, c'est-à-dire que tout est fait de manière sur Internet, donc avant, les gens prenaient des photos, il fallait retrouver juste celui qui avait les photos. Mais maintenant, tu changes d'ordinateur ou je sais pas, tu as tout sur le téléphone, tu le changes, tu perds 90% de ce qu'il y a dedans. Donc je connais. Voilà, on connaît tous. Donc du coup, tu vois, pour tous ces groupes-là, bon voilà, ça c'est les gens de fracture que j'adore. Je garde des trucs, je fais les petits résumés de concerts, je garde des flyers de concerts comme je gardais à l'époque. Et voilà, et du coup, je classe un petit peu tout par année, voilà, mais sans pareil chercher à faire un truc trop méthodique et tout, voilà. Mais je sais que j'ai une base de données sur un certain nombre de choses, j'ai pas tout, je cherche pas à avoir tout parce que ça sert à rien, et puis il faut avoir le temps, il faut avoir l'espace et tout, mais voilà, alors moi ça se concentre plus sur évidemment pour les groupes actuels, tous les groupes qui sont avec BSC, de Paris, certains de province que je connais, et voilà, mais voilà, j'archive dans le temps. Je te dirais qu'au jour d'aujourd'hui, je passe plus de temps à imprimer des choses de groupes actuels pour le garder dans le futur que à m'obstiner à récupérer encore des trucs sur les groupes des années 80. Si je récupère, tant mieux, mais je cherche pas plus que ça à récupérer, j'ai ce que j'ai. Et voilà, je me concentre sur l'époque où je suis. C'est pour ça que, mettons, la période 90, j'ai beaucoup de choses sur plein de groupes. Alors mettons, je te dirais que j'aime bien, je suis un gros fan des Templars, donc j'ai beaucoup de choses sur les Templars. Tu me fais écouter. Donc voilà, mais maintenant, mais j'aime bien aussi. Maintenant les Templars, je vais garder les photos que je vais prendre perso, mais je cherche plus à avoir des trucs sur les Templars, j'ai assez de choses sur les Templars. Si j'ai besoin, je vois avec le groupe et tout ça, la priorité c'est plus les groupes actuels. Voilà, et moi je suis toujours, voilà, j'avance avec le temps, je ne vis pas dans le passé, même si j'ai des archives du passé, pour moi, bon voilà, ça sert, c'est bien, mais je vis avec mon temps en fait. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Hein. De rien. C'était sympa, puis on s'en fera d'autres de toute façon. Hein. Oui. T'auras 12 archives, hein, je crois. Oui. Voilà. Bon. Et alors, si je peux... Vas-y, continue. Si j'ai encore 5 minutes, par rapport au Swingo, dire que, en fait, c'est dans la vie, quand on est passionné, alors, moi c'est des archives ou des choses, parce qu'en fait, moi, les archives, c'est pas mon fonds de commerce, hein, c'est plutôt une passion que j'aime partager avec les gens. Mettons pour les Swingo, tu me parlais tout à l'heure, tu vois, mettons une des belles rencontres que j'ai fait dans les Swingo, c'est Jean-Luc, parce que moi je suis passionné d'arts martiaux, de sports de combat, j'ai toujours pratiqué depuis très longtemps. En fait, en discutant avec une personne des Swingo, elle me dit il y a Jean-Luc, il a fait des arts martiaux comme toi. Du coup, je me suis dit oui, les gens, ils connaissent pas spécialement, ils savent pas. Mais le jour où j'ai rencontré Jean-Luc, j'en ai parlé, c'était une des mes premières questions. Ah ouais, t'as pratiqué, tu as fait quel...
t'as pratiqué quoi? Et en fait, il me dit le style qu'il a pratiqué et quelle école, dans quelle école il était dans les arts martiaux, donc en Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. Et en fait, il s'est trouvé que c'était l'école dans laquelle j'étais. D'accord. Truc improbable, parce que genre, il doit y avoir 4 clubs en région parisienne, tu vois. Donc du coup, je dis, mais tu connais Farid, le maître de l'école? Il me dit, bah j'ai commencé avec Farid. Et en fait, avec Jean-Luc, tu vois, en dehors des swingos, du groupe que j'aimais, en fait, il a pratiqué pendant 15 ans avec mon prof. Et moi, j'ai pratiqué après, j'ai commencé quand lui, il a arrêté avec son prof. Et j'ai pratiqué mes premières années avec les gens avec lesquels lui pratiquait pendant la décennie d'avant, tu vois. Donc du coup, avec Jean-Luc, mettons, quand on se voit, on va parler presque autant de sport de combat, ou du Viet Vo Dao, il va me demander le club, le machin, que je vais parler des swingos. En fait. La dernière fois que j'ai vu Jean-Luc, c'était pour la sortie du truc, du 45 tours, donc on a parlé des swingos, mais je veux dire, tu vois, en fait, des fois, ça amène voilà, sur plein de trucs différents. Ouais. Et ça permet de faire des belles rencontres. Tu connais bien Wati. Tu peux nous en parler un petit peu, Wati? Avec c'est Wati. Ton pote aussi, ouais. Ah bah Wati, oui, je le connais depuis qu'il est gamin, je peux dire ça. Maintenant, c'est plus un gamin, c'est un grand garçon. Mais oui, Wati, je l'ai connu, je sais pas, en 2009, un truc comme ça, par l'intermédiaire de mon petit voisin, j'ai vu que mon petit voisin écoutait du punk, donc je sais plus comment je l'ai branché sur des concerts. Il a rencontré Wati qui était de sa génération. Du coup, bah, j'ai croisé Wati, je crois en bas de chez moi les premières fois. Après, j'ai été voir Marabouts, son groupe en concert. Benji était là. J'ai dit à Benji que ça serait bien qu'on les sorte. Et là-dessus, Benji m'écoute souvent. Donc du coup, il m'a dit, bah tu vois avec eux. Puis c'est comme ça que du coup, je commençais à m'en occuper. Et enfin pour la sortie, aller les voir en répète et tout. Et très vite, évidemment, avec Wati, on est devenus de très très bons potes. Et on a partagé énormément de choses ensemble, que ce soit des beuveries, comme des bons projets, puisque bon, Paris en Oeil c'était avec lui, mais on a eu plein d'autres projets comme les DJ sets pendant le Covid, puis bon, plein d'autres trucs plus anodins, tu vois, mais voilà, ça fait partie des gens, on fait la fête ensemble, mais on partage aussi ce truc des fois de... Voilà. Alors souvent l'idée vient pas forcément de moi, mais je suis intégré au projet, et voilà, puis c'est des gens, tu vois, comme avec Benji pour Une Vie Pour Rien, en fait c'est des gens que moi j'ai connus qui étaient plus jeunes que moi, mais qui ont été beaucoup plus carrés que moi, parce que je suis un peu bordélique, quand même, je dois reconnaître, c'est mon fond de commerce là-dessus. Et en fait c'est des gens très carrés, qui ont tout de suite fait des choses avec un bon niveau. Et du coup, bah, je me suis retrouvé plus à les suivre que eux à me suivre en fait, tu vois, même si j'étais plus ancien, je veux dire, là, tu vois, l'âge, ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout. Et voilà, Benji, maintenant, on fait le même métier, il a un échelon au-dessus de moi, voilà, enfin. Donc, non, après, c'est des choses, voilà, bon, là, ça sort un peu des archives, mais voilà, c'est des gens, mais c'est des gens aussi qui permettent, voilà, enfin, tu vois, le travail d'archives aussi, ils servent pour leur groupe ou pour tous les trucs d'à côté, tu vois. Parce que, mettons, pour Los Locos, ils m'ont demandé de faire des expos pour les concerts. Donc j'en ferai une en 2025. Donc tu vois, les archives servent aussi pour des gens qui font des projets aussi comme ça. Et voilà. D'accord. Bon, écoute, merci. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Ben, on va voir ça, hein, de toute façon. Puis je te dirai. Ouais, ça marche. Et vive le rock'n'roll. Ouais, vive le rock'n'roll au sens large. Voilà. Salut. Salut.